Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre émission média, pub et com sur BFM Business. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique de l'industrie, des communicants, des agences, des plateformes et des médias dans toutes leurs formes. Hebdocom saison 2, épisode 19, c'est parti. BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Au sommaire, une année 2023 record. À quoi s'attendre pour 2024 pour la première chaîne d'info en France? Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, est l'invité d'Hebdocom aujourd'hui. Comme d'habitude, Simon Tenenbaum passera en revue pour nous toutes les news d'Hebdocom. Et puis pour terminer, notre focus du jour, Netflix qui retrouve sa puissance. Quelles sont les raisons de ces bons résultats? Avec la hausse des prix des plateformes, quel est le meilleur modèle de tous ces géants du streaming? On décrypte cela dans un instant, mais d'abord, j'accueille mon invité et c'est Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous dans Hebdocom aujourd'hui. Je suis ravi, très heureux, voisin. Bah ouais, voisin, vous êtes donc directeur général de BFM TV. On fait partie du même groupe, BFM TV, BFM Business. C'est votre truc l'économie, pas trop? J'ai fait un doc d'économie, mais je me suis arrêté là. Donc c'est voilà. Un petit peu quand même. Légèrement. Donc pour BFM TV, 2023 a été record puisque c'est la deuxième meilleure année historique hors présidentielle. Excellent mois de janvier également, 3,1% de part d'audience, plus 19% en un mois seulement. Et BFM n'est donc pas à vendre, c'est assez clair. Vous êtes clair là-dessus depuis des mois. Patrick Drahi est très clair là-dessus. Notre actionnaire commun redit depuis des mois qu'il a reçu des offres, mais que BFM et BFM Business ne sont pas à vendre du tout. Mais c'est assez marrant parce qu'il a beau le dire, la rumeur est toujours là et elle persiste. Là, les rumeurs persistent, pourquoi? Et les gens ne croient pas. Et ça ressemble beaucoup à la problématique de BFM. Il y a un récit que les gens aiment bien entretenir, et puis il y a une réalité qui est souvent très différente entre ce qu'on peut lire et ce qu'on peut vivre. Et c'est symbolique avec cette histoire de vendre. Non, BFM TV comme BFM Business ne sont pas à vendre. Ça n'empêche pas les rumeurs, les appels de journalistes qui sont supposés être bien informés. Mais je le sais, Saadé a taupé hier, etc. La réalité, c'est que c'est pas à vendre. Parce qu'on peut le dire, c'est arrivé jusqu'à l'interne. Donc les journalistes ont pu... Forcément, parce que quand il y a une rumeur, c'est le propre de la rumeur. Elle se propage, on ne sait plus très bien que croire. Voilà, Patrick Drahi est venu plusieurs fois ici parler à ses managers et a affirmé que BFM n'était pas à vendre. Mais la meilleure preuve, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait en fait. Et aujourd'hui, moi, en tant que patron de BFM TV, je peux dire que j'ai des moyens à long terme, avec un investissement à long terme pour développer BFM TV. Un actionnaire qui voudrait se séparer de son actif n'investirait pas à long terme, il regarderait à court, voire moyen terme. Voilà, la réalité de notre travail de manager à BFM TV avec un actionnaire qui est Altice, c'est qu'on se projette à long terme. Là, en revanche, c'est la période des renégociations, des réattributions des fréquences. Est-ce que vous avez des offres, on peut avoir des offres concurrentes pour le Canal 15 ? On peut, oui, évidemment, on peut y avoir des offres concurrentes, mais quand on regarde aujourd'hui les 18 ans de BFM TV, qui a toujours respecté ses engagements, qui est un exemple de pluralisme, qui est aujourd'hui la marque d'info préférée des Français, il n'y a pas de raison a priori d'être inquiet. Mais il faut préparer cette réattribution de façon consciencieuse, ce que fait Arthur Dreyfus avec ses équipes et donc avec Hervé Bérou et moi-même, pour pouvoir reproposer un projet solide, sérieux, mais surtout comptable des 18 ans qui viennent de passer, 18 ans solides au service de l'info et des téléspectateurs. Ça, c'est pour le Canal 15. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour, je ne sais pas, qu'on récupère TFX ou Sister ? Je crois pas. Non, c'est pas prévu comme ça. Ces derniers mois, on le sait, on s'est fait piquer quelques journalistes par TF1, un petit peu d'audience par CNews, surtout au mois de décembre. On ne s'est pas fait piquer de l'audience par CNews. CNews a largement progressé au mois de décembre, mais n'a pas entamé le leadership de BFM TV. Il y a un concurrent qui progresse, il ne faut pas le nier, avec des chiffres très différents. C'est sur la durée ça nous challenge, mais ce n'est pas au détriment de BFM TV. C'est un concurrent qui, à un moment donné, par moment, talonne, voire certains jours dépasse, pas du tout sur le nombre de téléspectateurs, puisque BFM TV a en moyenne 12 millions de téléspectateurs, là où CNews en a 8 millions. Même 13 millions au mois de janvier. Oui, au mois de janvier. C'est la durée d'écoute. Les téléspectateurs de CNews plus âgés, dans un autre format, qui n'est pas le format du tout d'une chaîne d'info généraliste, regardent CNews plus longtemps, ce qui fait une part de marché qui, par moment, vient concurrencer BFM. Mais
BFM n'est pas fragilisé par la montée de CNews. Il y a juste un concurrent qui monte, comme LCI est monté il y a quelques années et est retombé depuis. C'est l'avis des médias. Et donc vous pensez que ça va suivre ce même schéma qu'LCI, parce que c'est quand même la première fois que l'écart se resserre autant et que les audiences montent. Est-ce que moi, j'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas quel est leur potentiel. Je sais en tout cas ce qu'est le potentiel de BFM TV. Regardez donc, vous l'avez dit, au mois de janvier, avec un score particulièrement performant. La crise agricole, la semaine qu'on vient de vivre, avec des scores de dingue et 15 millions de téléspectateurs devant BFM. Ce que je sais, c'est que le format de BFM TV est très puissant. Mon boulot, c'est de le perfectionner et de continuer à l'améliorer. Et donc, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce que va faire CNews. Je sais simplement que BFM TV en a encore sous le pied et est un leader très largement incontesté et serein. Bien sûr, mais parfois on peut penser à est-ce qu'on ne risque pas de vivre la même chose que ce qui s'est passé aux États-Unis il y a une dizaine, quinzaine d'années avec CNN et Fox News qui d'un coup partaient avec très peu de moyens et d'un coup... Encore une fois, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que d'abord, quand on regarde la raison pour laquelle CNews a progressé ces derniers mois, c'est sur sa durée d'écoute, pas sur son nombre de téléspectateurs et sur un public qui n'est pas le public de BFM, qui est un public beaucoup plus âgé. Pas du tout qu'on méprise, hein, mais c'est des gens, quand on regarde les 25-49 ans, qui aujourd'hui, le modèle économique de BFM TV, qui permet de vendre de la pub, de déployer donc autant de moyens, ce modèle-là, il est incontesté. CNews, même quand elle progresse en 4 ans et plus, donc sur l'ensemble de la population, mais avec un public plus âgé, sur ce public-là, qui est quand même 25-49 ans, c'est beaucoup de monde, et c'est le public commercial, il n'y a pas de match. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, je ne sais pas comment ça va se passer demain, mais c'est que le modèle économique de BFM TV n'a jamais été aussi fort. Si on revient sur les départs des différentes vedettes de BFM TV, Laurent Ruquier, Bruce Toussaint, Aurélie Casse, c'est des moments où, en tant que patron, vous avez dû gérer ces imprévus, des échecs. Quand on pense à Laurent Ruquier, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Le plus difficile, c'est le départ de Bruce, parce qu'il est intervenu. Bruce, c'était un des piliers de BFM. On a fait plein de choses ensemble, on se connaît depuis 25 ans. À BFM, il faisait beaucoup de choses. Et donc, partir, c'est la vie des médias. Moi-même, j'ai bougé de rédaction en rédaction. Le fait de partir le 5 octobre, enfin annoncer ça le 5 octobre, ça a été l'imprévu le plus compliqué à gérer. Et en plus, comme il faisait suite à une série de départs, chacun pour des raisons différentes, que des propositions qu'on faisait ailleurs et qui permettaient à ces gens-là de progresser, ce qui est donc totalement normal. Il y a un autre récit qui en a été fait, mais d'un coup, ça venait alourdir la barque. Et après, il y a la réalité, et c'est pour ça que ce métier est plutôt sympa, parce que je ne vais pas vous dire que c'était une bonne nouvelle que Bruce parte le 5 octobre. Il est resté jusqu'au mois de décembre, mais le 5 octobre, il nous l'a annoncé. Et puis finalement, ça nous a obligés à recomposer une grille en interne. Et puis finalement, cette grille, elle est plus performante que la précédente. Maxime Switek, le matin, marche mieux que ce que faisait Bruce en fin de parcours. Julia Mette, le soir, qui remplace Max, cartonne. Et donc, en fait, ça crée des opportunités. Notre métier, vous le disiez, c'est gérer des imprévus. De temps en temps, c'est compliqué. Et des fois, c'est hyper chouette. Finalement, cette situation qu'on n'a pas choisie, qu'on a subie, elle permet à BFM d'être encore plus performant et puis de donner encore plus d'espace à des gens qui auraient pris plus de temps pour le prendre. Ça vaut pour le départ de Jean-Baptiste Boursier l'année dernière. Il a cette proposition, il veut rejoindre le groupe. Il voulait faire une matinale, ce n'était pas possible chez nous. Il part à LCI, c'est la vie. D'un coup arrive Benjamin Duhamel et cette année, Benjamin, tout jeune, même pas 30 ans, il prend un espace de dingue, il est très bon, ça marche mieux que l'année dernière. En fait, c'est chouette. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, on se réjouit. Et Laurent Ruquier, comment vous avez vécu ça ? Il est quand même resté assez peu de temps à l'antenne. Ouais, Laurent Ruquier, c'est... comment dire ? D'abord, je suis content de l'avoir tenté. Parce qu'il faut tenter des choses dans ce qu'on fait, ou alors on est figé, on ne bouge pas, on ne progresse pas. Il n'a pas trouvé sa place sur la chaîne, il est arrivé très tard, fin septembre, est arrivé le drame du 7 octobre. L'actualité est devenue monothématique. Ce qu'il pouvait amener à BFM, il n'a pas pu le montrer. Il n'a pas trouvé cet espace-là. Je ne sais pas s'il l'aurait trouvé avec une autre actualité, mais toujours avec celle-là, il n'a pas pu amener une spécificité qu'on a été chercher. Ce qu'il faisait n'était pas déshonorant. Au début, on s'est cherché, puis finalement, on s'est trouvé. Ce n'était pas déshonorant, mais lui-même le disait, d'autres peuvent faire mieux que moi. J'amène rien de particulier. Et c'est compliqué de travailler à BFM. C'est une grosse machine. Vous connaissez la rédaction. Il venait sans plaisir. Donc quand il m'a expliqué en fait en fin de mois de juin, en mois de décembre, qu'il pouvait rester jusqu'au mois de juin, mais que
il venait sans plaisir. C'est trop compliqué de venir bosser à BFM sans plaisir. Donc je l'ai libéré simplement. Est-ce que c'est un échec? Oui, parce que partir en cours d'année, c'est jamais... Est-ce que c'est grave? Non. Il faisait une émission qui n'était pas très originale. On aurait voulu beaucoup plus originale, qui marchait mieux que ce qui marchait avant. Et ça s'arrête en cours d'année. C'est la vie des médias. Voilà, je m'en serais passé, mais c'est pas bien grave. Bon, en tout cas, les audiences cartonnent. Ouais. Une de vos cases phares, c'est la matinale. Ouais. Une autre matinale s'est créée avec une ancienne vedette, Boris Toussaint. Est-ce que ça vous a fait peur? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Et qu'est-ce que vous pensez du résultat? Peur, non, parce que c'est pas dans notre nature et pas dans la mienne. Ça nous a préoccupés pour regarder les choses. Ça aurait été irresponsable de ne pas regarder les choses. Une nouvelle offre d'infos qui se lance, ça déstabilise forcément l'offre d'infos qui est là, et donc celle de BFM, mais aussi des radios. Voilà, il y a une autre offre d'infos. Donc on a regardé ça précisément, et ça nous a permis de nous renforcer. Notre matinale du mois de janvier, on a changé des tas de choses, des chroniques, de l'habillage. Donc ça nous a obligés à repenser un peu cette matinale pour lui donner encore plus de moyens. Donc ça ne nous a pas inquiétés, même pas préoccupés. Ça nous a permis de nous concentrer sur ce qu'on faisait pour proposer quelque chose d'encore plus solide. Et puis après, quand je regarde ce qu'ils font, Bruce, il a toujours le même talent. C'est quelqu'un qui est bon. Après, ils sont partis sur deux piliers de l'info et du divertissement magazine. Est arrivée la crise des agriculteurs. D'un coup, donc, il n'y avait pas cet appétit pour ça. Et c'est compliqué. Là, ils se cherchent. Mais c'est la vie des médias aussi. Et ils se cherchent. J'espère qu'à TF1, on a la même politique qu'ici chez Altice, laisser le temps aux choses de s'installer. Je ne sais pas si ça marchera. J'espère que si ça marche, ça ne sera pas au détriment de chez nous. Nous, bien au contraire, on donne des moyens pour se développer. Pour l'instant, c'est un peu hybride comme Justement, est-ce que offre. vous vous sentez concurrencé par cette nouvelle matinale TF1 Télématin, on est juste en dessous de Télématin, ou plutôt en concurrence avec CNews? Est-ce que vous êtes dans une stratégie d'offensive ou de défensive? Le matin, on est en concurrence avec Télématin, très largement. On est très proche de Télématin. Sur les 25-49, on est souvent devant. En ce qu'on appelle TME, c'est-à-dire le nombre de téléspectateurs qui passent sur l'émission. Le matin, notre concurrent, clairement, c'est France 2, c'est pas CNews. Et pour l'instant, mais ça changera peut-être, TF1 est loin derrière. Vous avez entendu les critiques sur un peu le surtraitement de certains dossiers, notamment les derniers faits divers, traités des personnalités, que ce soit Gérard Depardieu, Alain Delon. J'ai entendu les derniers commentaires, mais ça fait 35 ans que je fais ce métier. Ça fait 35 ans que les faits divers, finalement, sont très regardés. Et quand ils sont commentés, on se bouche le nez. Ça n'a rien de nouveau sous le soleil. Et quand on dit que BFM est un peu trop people, qu'est-ce que vous répondez? Que BFM n'a pas changé de ligne éditoriale, ça a toujours été, je me souviens de Johnny Hallyday, j'étais pas là, son enterrement, derrière sa succession, ce feuilleton, il a été raconté sur BFM. BFM, c'est assez simple, une actualité, quelle qu'elle soit justement, que ce soit un fait divers ou politique, on se bouge pas le nez, on le traite, et quand cette actualité devient un événement, eh ben, il est très traité sur BFM, comme Johnny l'a été, Delon l'a été par exemple, ni plus ni moins. Voilà. Et Pierre Palmade, quand vous voyez cette semaine que les députés de l'Assemblée nationale ont voté un délit qui n'est plus le délit d'homicide involontaire, mais de délit routier, suite à toutes ces affaires, l'affaire Aleno... Vous pensez que BFM en est pour quelque chose? Non, mais je dis qu'on ne s'est pas trompé en traitant l'affaire Palmade. Ce n'était pas l'affaire Palmade en soi, il y avait plein de tiroirs dans l'affaire Palmade, mais il disait quelque chose de la société. C'était que prendre le volant sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue... c'était pas suffisamment pris en compte par la société. Yannick Aleno est arrivé après en perdant son garçon Antoine. Et tout ça fait que la représentation nationale s'en est saisie et a changé la loi. BFM TV, en traitant l'affaire Palmade et en expliquant tout ça, a raconté quelque chose qui était très ancré dans la société. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus d'argent à BFM TV aujourd'hui? La publicité. Pas le plus, quasiment. C'est le business model de BFM TV. C'est une chaîne privée qui est financée par de la publicité. Est-ce que c'est rentable, BFM TV? Oui, c'est la seule chaîne d'info qui est rentable. Aujourd'hui, vous avez 4 chaînes d'info. Une chaîne du service public qui ne cherche pas de rentabilité, elle est payée par vous et moi, par la redevance. Et puis, les 2 autres chaînes qui sont TF1, qui sont LCI qui appartient à TF1 et CNews qui appartient à Canal, perdent de l'argent pour TF1 depuis toujours. Voilà, BFM TV gagne de l'argent aujourd'hui comme hier. Et alors, comment abordez-vous 2024? Là, on est début de l'année, les Jeux Olympiques, les Européennes. Est-ce que vous allez innover? La présidentielle américaine. Hein. La présidentielle américaine, bien sûr. Vous allez innover avec des nouveaux formats, des nouvelles incarnations?
Des nouvelles incarnations, on est en train de préparer la grille de septembre, donc c'est trop tôt pour en parler, mais on réfléchit sans tabou à 360, là où on est fort, là où on a des faiblesses, avec qui on a envie de travailler à l'extérieur. Donc on est en pleine phase de regarder tout ça. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des nouvelles incarnations. En tout cas, on ne se dit pas qu'on a besoin de personne, on regarde. Hein. Et puis après, oui, sur les différents grands événements d'actualité, on réfléchit à des nouvelles façons, des nouveaux formats, comme on a fait sur la présidentielle, où on a pu inventer ce face à BFM et cette France dans les yeux. On réfléchit à tout ça et on réfléchit aussi surtout ici avec le digital, puisque aujourd'hui la grande force de BFM et sa spécificité, c'est ce qu'on fait à l'antenne, mais c'est aussi ce qu'on fait sur le digital, ce que les autres chaînes info ne proposent pas. Et sur le digital, on peut inventer aussi beaucoup de choses de façon très légère et sans les codes de temps en temps un peu plus lourds de la télé. Et vous avez d'ailleurs lancé BFM2 cette année. Absolument, en juin. En gros, c'est l'alternative à BFM TV. Quand par exemple on est en pleine crise agricole et que toute l'actualité tourne autour de la crise agricole et BFM TV est très concentré sur tout ça. Il se passe d'autres choses à côté. Typiquement, ce matin, il y a ce fait divers, justement, puisque de cette jeune femme qui a disparu depuis quelques semaines, quelques mois, Lina, la mère et l'avocat sont reçus par les enquêteurs. Derrière, donne une conférence de presse qui n'a plus sa place sur BFM TV dans la journée où Gabriel Attal fait des annonces. Elle aura sa place en direct sur BFM2. Et il n'y a pas un risque que BFM2 vienne piquer des auditeurs et des téléspectateurs de BFM TV? Tout ça, c'est de l'audience qu'on appelle incrémentale. Au contraire, ça vient renforcer la marque et les gens qui vont vouloir aller voir une actualité sur BFM2 reviendront après sur BFM TV et inversement. Nous, on pense au contraire que ça va renforcer la marque BFM TV. Alors la petite question BFM Business, Est-ce que vous avez pensé à intégrer l'intelligence artificielle? Parce qu'on ne parle que de ça, c'est quand même le mot-clé de 2024. Alors, dans nos process de fabrication de l'info, oui, notamment, par exemple, sur la documentation. On peut aujourd'hui beaucoup plus vite chercher des images que de façon fastidieuse, comme on pouvait le faire avant. Donc, en back-office, beaucoup. À l'antenne, oui, on y réfléchit sur deux choses. Sur la météo, parce qu'il y a plein de données météo qui peuvent être recoupées par l'intelligence artificielle et proposées, donc on travaille là-dessus. Et on réfléchit, on travaille, on a même pas mal avancé aussi sur, je ne sais pas si ça verra le jour, parce que ça sera peut-être nul, mais on y travaille, sur un billet humoristique qui serait fabriqué par l'intelligence artificielle. C'est quoi la suite pour Marc-Olivier Fogiel? Vous avez fait de la radio, de l'antenne, là vous êtes patron de chaîne. C'est quoi votre prochaine vie? J'en sais rien parce qu'à chaque fois les choses se sont présentées et de façon... Comment je suis arrivé à BFM TV, je ne rêvais pas d'y travailler. Je connaissais Hervé Bérou qui est mon ami depuis 30 ans. Lui-même était donc mon prédécesseur, est monté d'un étage et me l'a proposé. Et c'était l'envie de travailler avec lui qui m'a fait venir. Donc j'en sais rien. La vie elle est faite d'opportunités. Et jusqu'à là, j'ai su les saisir et continuer. Si j'ai une cohérence dans mon petit parcours, c'est de continuer tout le temps à apprendre et de pas finalement me dire bon ben voilà je sais le faire et d'être très confortable dans le rôle d'animateur télé ou de journaliste. Donc pas de retour à l'antenne? En tout cas à date c'est pas prévu. Et continuer à diriger des chaînes, je pense par exemple à la Succession de Nicolas Taverneau par exemple, c'est pas quelque chose qui pourrait vous intéresser? Très sincèrement, je ne me suis jamais projeté dans un autre boulot et à chaque fois, les choses sont arrivées. On m'a proposé un truc et j'ai accepté ou pas d'ailleurs. Il y a plein de choses que j'ai refusées, mais que j'ai accepté ou pas. Mais je ne me dis pas, ce boulot me fait envie. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Quand j'ai présenté la matinale d'Europe 1, par exemple, à l'époque, Jean-Pierre Elkabbach et Didier Quillot me l'avaient proposé 2 mois avant qu'Alexandre Bompard n'arrive. J'avais refusé et Alexandre Bompard est arrivé à la tête d'Europe 1, m'a proposé exactement la même chose et j'ai dit oui, j'ai fermé ma boîte, j'ai arrêté ce que je faisais à RTL et je l'ai suivi. Les yeux fermés parce que ça a été une rencontre humaine. Et pourtant, vous m'auriez dit la même interview avant, est-ce que la matinale d'Europe 1 vous intéresse? Je n'aurais pas su vous répondre. J'avais dit non à Didier Quillot. 2 mois après, j'ai dit oui à Alexandre Bompard. C'est plutôt l'aventure qui m'a intéressé. Et j'ai jamais regretté. Pour terminer cette interview, je vais vous faire, si vous le voulez bien, un petit questionnaire de Proust. Ah, allons-y, Question courte, réponse courte. Je suis nul là-dedans, normalement. Bon, on essaye. On essaie. Qu'est-ce qui manque comme concept à la télé aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque à la télé comme concept? Manifestement, un concept, c'est pas très original, mais qui intéresse mes filles. Mes filles, elles regardent plus la télé. Elles ont 10 et 12 ans et elles ont l'impression que je suis un dinosaure quand je leur dis que je vais travailler à BFM. Donc un concept qui intéresse cette nouvelle génération. Je n'ai pas le concept, mais en tout cas, c'est le constat. Est-ce que vous pourriez ou aimeriez faire du cinéma un jour? Non, je vais tourner dans mon propre rôle dans plusieurs films, mais j'étais nul. Et alors le rythme du cinéma, où c'est très long, comme vous le savez, les scènes qu'on recommence, etc., j'ai pas cette patience-là. Moi, je suis plutôt shooté au speed.
Est-ce que la communication prend trop le pouvoir sur la politique dans les médias? Pas du tout. Je pense que c'est très important, la communication en politique, faire comprendre son message. On sort de la crise agricole. Est-ce que c'était une bonne chose que Gabriel Attal fasse ses premières annonces sur un barrage, celui qui était bloqué, plutôt qu'à l'ensemble des agriculteurs? C'est un problème de com, je n'ai pas de réponse, mais ces questions-là, elles sont indispensables. Les mêmes annonces peut-être faites autrement, peut-être qu'elles auraient eu un impact plus fort. Non, pas du tout. La communication, elle est indispensable à la politique. Quelle est votre émission de télé préférée hors Groupe Altis? Alors, je ne sais même pas où ça passe en fait, parce que mes filles regardent ça, mais pas à la télé, elles regardent l'agence. C'est une série fiction? C'est une série sur... non, c'est pas fiction, non, c'est sur une agence immobilière. Hein. C'est une famille qui tient une agence immobilière. Sur Netflix? C'est sur Netflix, bah voilà. On vient de me le dire. Voilà, l'agence. Le journaliste que vous rêveriez de recruter? Non, je n'ai pas de rêve comme ça. En revanche, pour moi, le journaliste modèle qui m'a donné envie de faire ce métier et qui dit quelque chose des journalistes que je recherche, c'est Yves Mourouzi, qui a été capable d'être extrêmement précis, extrêmement sérieux et qui était capable d'interviewer en même temps Iggy Pop de façon extrêmement légère, sans se dire justement mais est-ce que c'est de l'info, est-ce que ça a à faire... Voilà, ces journalistes-là qui n'ont pas d'œillère, hein, lui était un précurseur, c'est cette veine de journaliste qui m'intéresse. Vous pensez quoi de l'émission Quelle époque? C'est pas mal. Ça vous plaît? Ouais, c'est pas mal. Dans le genre, ça a renouvelé les talk-shows, il y a des bons personnages. Léa Salamé dans son rôle. Elle est très bonne, ouais, c'est pas mal. Après, moi, j'ai un peu une overdose de talk-show, j'en ai fait beaucoup, j'en ai regardé beaucoup, j'en ai produit beaucoup. Mais il en faut. Il en faut. Le peu, je la regarde pas souvent le samedi, le peu que je vois le samedi, je trouve que c'est un bon talk-show de télévision avec une très bonne présentatrice, des bons... moi, je suis très ami avec Christophe de Chavannes. Le rôle qu'il a à côté est intelligent. On disait que ça durait 15 jours et qu'il faudrait lui piquer sa place et qu'ils allaient se crêper le chignon, pas une seconde. Donc, ouais, c'est un bon talk-show. Cyril Hanouna sur BFM TV, possible un jour? Non, je crois pas. J'ai rien contre Cyril Hanouna, mais c'est pas le sujet. Yann Barthès ou Anne-Elisabeth Lemoine? Les deux ont travaillé avec moi. Les deux ont travaillé dans ma structure de production. C'est là où ils ont démarré tous les deux. Aujourd'hui, mon ami, j'ai rien contre Yann, mais c'est Anne-Elisabeth. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? L'imprévu. Justement, ce qui est extrêmement commenté, comme si à chaque fois c'était des mauvaises nouvelles, parce qu'il se passait le fait qu'aucun jour ne se ressemble et qu'on ait à gérer des impondérables et d'amener des solutions à l'impondérable. Alors, je suis servi à BFM au-delà du boulot, la nature de la chaîne, gérer du direct en permanence de l'actu qui nous tombe dessus, c'est ce qui me fait vibrer. Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre métier? En fait, gérer beaucoup de monde plutôt que des individualités. En fait, il y a beaucoup de monde à BFM TV et c'est compliqué de faire du sur-mesure. On est obligé de faire du prêt-à-porter et moi, j'aime bien plutôt les individualités. J'ai mis beaucoup de temps à m'installer dans ce rôle-là parce que partout où j'étais passé avant, j'étais plutôt plus à l'aise dans le one-to-one et là, j'avais des gros ensembles de gens à gérer, des gros services à gérer et je m'y suis fait. Et puis finalement, on a trouvé un mode de fonctionnement, mais c'est ça qui a été le plus compliqué, que j'ai aimé le moins, une masse en fait. Pascal Praud en 3 mots? Une révélation. Ça fait 2 mots. Ça fait 2 mots. Après, j'ai pas dit une bonne ou une mauvaise révélation, je vous laisse compléter pour le 3e mot. D'accord. C'est pas à moi de choisir. Ah bah, je sais pas moi non plus, en tout cas c'est une révélation. La personne qui vous inspire le plus? Je vous ai parlé d'Yves Mourouzi dans un autre genre, Pierre Lescure qui a été mon patron à Canal, qui m'a fait progresser. J'étais nul à l'antenne, il m'a fait confiance, il m'a donné les moyens de continuer. Il a été patron de l'info, il a été patron du divertissement, il a lancé Les Enfants du Rock. Enfin, aujourd'hui, il est à la table de C'est à vous, il ne se dit pas qu'il est sur un strapontin, il y va parce que par gourmandise et par, voilà, par passion. Donc, et par passion. Pierre Lescure, voilà, je ne sais pas quelle était exactement la question, mais si c'est un modèle ou une aspiration, ouais. Yves Mourouzi l'a été, Pierre Lescure l'est aujourd'hui. Et puis pour finir, est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Non, vous m'avez posé toutes les questions. On n'a rien oublié? J'espère, pour vous. Merci beaucoup Marc-Olivier Fogiel, directeur général Merci de beaucoup. BFM TV. Tout de suite, c'est les news de Simon Tenenbaum.
Netflix surfe sur le succès de ses offres avec publicité. Le géant de la vidéo à la demande a publié cette semaine des résultats annuels très solides. 13 millions de nouveaux abonnés au 4e trimestre et désormais 23 millions d'utilisateurs mensuels à ses offres avec pub. Netflix vise encore 13% de croissance ce trimestre. La pub qui pousse Netflix à explorer davantage la programmation en direct avec cet investissement record dans les droits sportifs, 5 milliards de dollars pour diffuser pendant 10 ans une célèbre émission américaine de catch. À propos de vidéos à la demande par abonnement, en France, le marché a dépassé en 2023 la barre des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires selon les données publiées cette semaine par le CNC. Le marché qui a réaccéléré en fin d'année. Netflix frôle maintenant la barre des 12 millions d'abonnés contre 8 millions pour Amazon Prime et environ 5 millions pour Disney+. La grosse annonce de la semaine du côté de Publicis, investissement de 300 millions d'euros dans l'intelligence artificielle évidemment. Le groupe veut mettre l'IA au cœur de son business. L'objectif principal est d'optimiser l'exploitation des données dont dispose Publicis. Havas, de son côté, se retrouve attaqué par des défenseurs du climat. Le collectif Clean Creative critique le contrat noué avec le pétrolier Shell l'an dernier pour son budget média. Les activistes font pression pour que l'agence ne soit plus labellisée B Corp et le risque de perdre ce sésame est réel puisque selon Adweek, une enquête a été ouverte à la suite de ces pressions par le B-Lab qui octroie ce fameux label ESG. On termine avec ce que les professionnels du secteur qualifient de blitz marketing, l'offensive publicitaire du chinois Temu, spécialiste du e-commerce low cost. Ses dépenses publicitaires ont décuplé en 2023 avec 2/3 des investissements sur les réseaux sociaux. Temu aurait dépensé plus d'1,2 milliard de dollars en pub chez Meta l'an dernier. Une stratégie très agressive qui nommait pas la télévision. Temu sera un des annonceurs du Super Bowl en février pour la 2e année consécutive. Hebdocom sur BFM Business. Dans notre focus aujourd'hui, on va parler des plateformes de streaming et notamment de Netflix qui retrouve sa puissance depuis quelques mois. 13 millions d'abonnés supplémentaires au dernier trimestre, 1 an et demi après de l'arrivée d'abonnements moins chers avec publicité. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Maxime Guény, bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous. Tu es journaliste pour Média Plus, spécialisé médias, contenu et plateformes. Et à tes côtés, Raphaël Grabli. Bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être là, tu es rédacteur en chef adjoint de Tech & Co. Alors d'abord, on a posé la question à nos téléspectateurs sur LinkedIn. Avec la hausse des prix de toutes les plateformes, êtes-vous obligé de faire des choix? Réponse assez évidente, oui à 83%. Donc là, on voit bien que le pouvoir d'achat reste le cœur du sujet comme toujours. Donc faire des choix. Mais est-ce que c'est cet abonnement moins cher avec publicité qui a sauvé Netflix, là, on l'a vu, et qui a réussi à séduire des nouveaux utilisateurs? Maxime. Sauver, c'est un mot un peu fort, mais ce qui est certain, c'est qu'à travers cette nouvelle offre avec publicité, il y a eu un effet booster. Accumulé à un autre phénomène, l'arrêt du partage de code Netflix. Donc là, vous avez une offre moins chère, à 5,99 €. Vous imaginez, 5,99 €, c'est même pas le prix d'un ticket de cinéma. Donc c'est hyper attractif. Et à ajouter à cela, aujourd'hui, on le voit dans les chiffres, c'est 5 millions d'utilisateurs actifs dans le monde par le biais de cette offre très attractive. Ça a joué, l'arrêt du partage des codes à ce moment-là? Oui, l'arrêt du partage des codes, ça a joué parce qu'il y a l'abonnement à 5,99 €, mais c'est aussi le prix d'un abonnement supplémentaire d'un abonné supplémentaire sur son abonnement. Et en fait, tout ça, c'est des revenus en plus pour Netflix. Et si on devait résumer la stratégie, c'est, bon, l'ultra-croissance est terminée. Maintenant, à la fois, il faut aller chercher, je dis souvent ça comme ça, maintenant, les abonnés avec les dents, parce que quand on a des parts de marché comme celle de Netflix, c'est très compliqué d'avoir des nouveaux abonnés. Donc, pour gagner plus d'argent, il y a deux solutions. Soit on réduit les coûts, et ce n'est pas la stratégie Netflix, soit on veut faire payer plus cher ceux qui sont abonnés. Et donc, par le partage de compte, c'est une solution. Et avec, effectivement, l'arrivée de ces abonnements avec publicité, ça marche plutôt bien. Après, non, ce n'est pas ça qui va sauver Netflix, mais ça permet quand même d'attirer, toujours dans l'idée d'aller chercher les abonnés avec les dents, d'attirer des abonnés qui n'allaient pas venir vers Netflix. Et je pense notamment à l'offre chez Carrefour. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Le partenariat que Netflix a fait avec Carrefour. Exactement, Netflix qui a fait un partenariat avec Carrefour. C'est-à-dire que maintenant, en France, dans certains Carrefour, c'est encore une offre pilote, on a des corners Netflix et on achète littéralement son abonnement Netflix à 5,99 €. Alors, tous les abonnements sont disponibles, mais l'accent est mis sur le 5,99 € entre son paquet de céréales et ses fruits et légumes. Ouais. Et donc, ça montre qu'en termes de distribution, Netflix n'est plus du tout
l'offre OTT, c'était over the top, l'offre à côté du reste. Maintenant, Netflix a une problématique très importante, c'est être distribué partout pour aller chercher tout le monde, sauf que cette distribution, ça a un coût, ça coûte cher pour Netflix d'être distribué, et donc forcément, ça va avec des marges qui sont grignotées, et donc pour compenser ce grignotage de marge, je crois qu'il y a marge opérationnelle, c'est 25%, 24%, donc ça reste très élevé, mais ça veut dire forcément avoir des coûts plus élevés, donc soit avec de la publicité, soit avec des tarifs en hausse. C'était urgent pour Netflix de changer ce modèle-là, de cette façon-là? Oui, parce qu'on assiste à ce qu'on appelle un autre phénomène qui s'appelle la subscription fatigue, la fatigue de la souscription. Les gens sont fatigués à l'idée de payer toujours et tout le temps. Aujourd'hui, en moyenne, en France, à chaque foyer a à peu près 2 comptes de services de vidéo à la demande par abonnement. Donc 2 comptes, donc ça augmente un peu au fil des années, mais il y a encore 40% de Français qui n'ont pas encore accès à ce genre d'offres. Donc il y a vraiment un truc à creuser, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils vont sur des offres hybrides, mêlant publicité, mêlant un peu de payant, et je crois que ça fonctionne bien parce qu'en fait c'est un mouvement global. Ça touche non seulement Prime Video aussi, Disney+, qui s'y met, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Netflix d'il y a 10 ans n'est plus ce qu'il n'était. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain aussi. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir de nouveaux revenus qui vont arriver. Ces nouveaux revenus vont être affiliés à la fabrication de nouveaux programmes, même si pendant très longtemps Netflix investissait énormément. Aujourd'hui, ils se ressentent sur moins de production, mais des productions beaucoup plus qualitatives. Rationalisées, on va dire. Exactement, rationalisées, voilà, pour finalement toucher le chaland. Tu disais quelque chose d'intéressant, tu disais ce n'est plus du tout le même Netflix qu'il y a 10 ans. D'ailleurs, on se rappelle que Netflix s'était lancé en disant il n'y aura jamais de pub sur la plateforme. C'est ça. Oui, on dit ça, et puis Facebook disait ce sera toujours gratuit, et puis finalement il y a de la pub sur Netflix, et Facebook il y a du payant, voilà. Donc tous les modèles, ce qui est marrant c'est que tous les modèles convergent quand même vers du sorte de freemium où on a une partie avec pub et une partie payante. Mais ce qui est important, je reviens sur la question LinkedIn, c'est cette question de fatigue d'abonnement et de mise en place de certaines stratégies pour réduire les coûts du point de vue de l'utilisateur, de l'abonné. Et on le voit beaucoup aux États-Unis, un peu moins en France. La stratégie, c'est justement d'abandonner certains abonnements, du churn, c'est-à-dire vraiment du désabonnement. Et donc, typiquement, le comportement, c'est je suis sur Netflix, j'ai une série qui va arriver, je vais la regarder, puis ensuite, je vais me désabonner. Et puis forcément, je me réabonnerai, mais 6 mois plus tard, et donc je n'aurai pas payé 5 mois. Stratégie à laquelle répond évidemment Netflix en arrêtant de diffuser des séries d'un coup, mais en mettant des épisodes petit à petit, voire une partie un mois, puis l'autre partie 3 mois plus tard, ce qui fait qu'on se dit je ne vais pas me désabonner pour un mois, allez, je paye le 3e mois. Parce que la véritable nouveauté de Netflix, c'est vrai qu'à l'époque, c'était on fait une consommation intense de 12 épisodes de 52 minutes, et puis finalement, il se répercute à travers un modèle plus traditionnel, plus linéaire, comme tu l'as dit, de 2 épisodes chaque jour, pour faire revenir à chaque fois l'abonné et finalement que son abonnement au fil des mois soit renouvelé. C'est-à-dire que maintenant, on a Netflix avec des séries une fois par semaine et de la pub. Oui, ça commence à ressembler quand même sérieusement à TF1. Ça ressemble à la télé, et Netflix qui commence à rajouter du sport, on va y revenir juste après. Mais la plateforme ne communique pas officiellement les chiffres sur la France, mais selon quelques professionnels de la pub, cet abonnement à 5,99 € serait en train de franchir la barre du million. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est pas tant que ça sur les 22 millions d'abonnés en France C'est beaucoup, en si peu de temps, je trouve que en un an et demi, 1 million, c'est plus que significatif. Et puis la tendance, effectivement, la pente est assez raide, donc tant mieux pour Netflix. Et encore une fois, c'est l'abonnement pour aller chercher ceux qui n'étaient pas abonnés à Netflix et qui peut-être demain en auront marre de la pub et iront sur un abonnement plus cher et ne passeront plus par l'abonnement à 10,99 € qui était l'abonnement standard qui a été supprimé. Netflix, là, depuis quelques semaines, quand on veut se passer de la pub, on est directement à 13,49 €. Donc en fait, maintenant, le gap entre le pub et le sans pub, il est énorme. Et donc c'est vrai que d'une part, c'est des nouveaux abonnés avec pub et le revenu publicitaire, il est important, mais il faut se rappeler qu'il y a le revenu publicitaire et les 6 € par mois. Il y a quand même un double revenu. Donc en termes de chiffres, c'est quand même assez significatif, avec l'espoir que derrière, l'abonné passe vers le sans publicité. Et là, on est beaucoup plus cher qu'avant. Donc encore une fois, on revient sur cette stratégie d'aller chercher des nouveaux abonnés. Et puis ensuite, une fois qu'on a ces abonnés, d'essayer de les faire payer le plus cher, soit avec... en les incitant à prendre du sans pub, soit avec du partage de compte, soit avec des options, etc. Mais l'offre avec pub reste minoritaire aujourd'hui. Même si c'est 1 million, la principale partie de la population aujourd'hui a un Netflix sans publicité. Ça reste un produit d'appel. Et justement, sur les revenus publicitaires, selon le Wall Street Journal, la pub pourrait représenter plus de 2 milliards de dollars l'année prochaine, soit environ
6% des revenus, j'ai envie de dire que 6% des revenus, sous ce prisme-là, ça paraît vraiment minime. Moi, je retiens 2 milliards. 2 milliards, c'est énorme, c'est assez énorme. Ouais. À titre de comparaison, la grille de TF1, par exemple, c'est un peu moins d'1 milliard d'euros. 687 millions. Avec 2 milliards, vous pouvez en faire des choses et des nouveaux contenus. Donc, ouais, c'est plus que Oui. significatif. Et puis c'est le revenu de la pub sur ces abonnements avec pub, mais le revenu de l'abonnement, il y a aussi les 6 € par mois. Ouais. Donc Oui. ces abonnements Parce que c'est avec pas pub, gratuit avec et pub, si c'est l'abonnement payant était avec gratuit, pub. oui, c'est ça, mais sauf que là, on paye en plus 6 € par mois. Et puis après, maintenant, effectivement, pour Netflix, le grand combat, c'est de mieux valoriser cette publicité, d'attirer les annonceurs. C'est un métier qui est nouveau pour Netflix. Donc on peut imaginer que ces 2 milliards, ils se transforment en 4, en 6, en 8 milliards par la suite, parce qu'ils vont aussi apprendre. Alors, ils ont déjà bien entamé les choses, mais enfin, ils vont apprendre à aller chercher des annonceurs, ce qui n'était pas le cas. Ils sont en train d'apprendre ça. Et donc, on peut imaginer qu'ils vont apprendre à beaucoup mieux valoriser leur contenu. Et donc, ce chiffre vendre la va pub. Et des Exactement. annonceurs qui sont super bien servis. Parce que Netflix, on sait très exactement qui est le profil, qui consomme, combien de minutes. La pub ciblée. Donc, exactement, c'est hyper ciblé. Donc, en gros, si vous voulez de la personnalisation de publicité, bah, c'est tout bénef pour eux. Et c'est tout le sujet, parce que c'est tellement ciblé que, selon le Wall Street Journal, le coût pour 1000 est plus élevé que sur les autres plateformes. Donc pour l'instant, il y a de quoi quand même refroidir les annonceurs, même si peut-être qu'à terme, les coûts pourront baisser. Je sais pas, je pense que l'idée, c'est plus de laisser monter le coût le plus possible. Ouais. L'avantage de Netflix, c'est l'histoire. Ils sont là depuis très longtemps. Donc, comme tous les acteurs qui sont là depuis très longtemps, ils ont des tas d'informations sur nous et ils ont nos habitudes. Ils nous connaissent mieux que Disney. C'est sûr, beaucoup mieux que Disney. Et ça a beaucoup de valeur. Et puis surtout, le catalogue, la base de données, j'ai envie de dire, est bien plus importante. Puisque sur Disney, on est entre du contenu, quand je dis pour adultes, enfin des films, voilà, plutôt pour les parents, et les films pour les enfants. Mais c'est les deux grands axes. Netflix, il y a quand même une diversité d'offres qui est plus importante. Et donc, Netflix, c'est tout le monde, en fait. Exactement. Donc, Oui, Netflix mais en fait, a ils nous beaucoup de connaissent données. tellement bien que, vous savez, les petites vignettes qui donnent envie de regarder les vignettes, c'est hyper stratégique. En fonction de ce que vous allez regarder, il y a par contenu, par titre, une 60aine de vignettes qui vont se recréer. En fonction, je ne sais pas, si vous aimez les films à l'eau de rose, eh ben vous allez avoir une vignette dans cette thématique pour que vous puissiez accrocher et avoir envie de consommer parmi les, on le rappelle, 7000 titres. On comprend mieux pourquoi on met des heures à trouver le bon contenu. L'autre nouveauté de Netflix, c'est que la plateforme investit dans le catch, retour à la télé, et prévoit la diffusion de Raw. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée d'investir autant pour acheter des droits qui coûtent si cher? Bonne idée. Aujourd'hui, la consommation Netflix, elle est boostée par la fiction. Ensuite, c'est le documentaire. Et aujourd'hui, le sport rentre dans cette nouvelle optique. Tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, Netflix a une logique d'aller accrocher de nouveaux abonnés. Et les nouveaux abonnés, ce n'est pas le public mainstream, c'est le public spécifique. Donc, ils vont aller sur de la niche. Et aujourd'hui, le catch représente des abonnés qui sont extrêmement fidèles, extrêmement engagés sur la plateforme. Donc, ils vont grignoter cette part de marché supplémentaire. C'est toujours un plus pour eux. Donc, ils investissent. Et au-delà du sport, il y a aussi tout ce qui est divertissement qui se développe de plus en plus. Télé-réalité, cooking show ou encore dating pour ceux qui aiment ça. Oui, sur les sports, je pense que c'est une stratégie qui est partagée d'ailleurs avec tout le monde. Là, pour le coup, tous les acteurs partagent, puisque Prime avec Roland Garros, avec la Ligue 1, Apple avec la MLS aux États-Unis. Donc, clairement, le sport, c'est un énorme levier. Et d'ailleurs, sans avoir les droits, ils font quand même du sport. Formula One, la F1, on va se rappeler, oui, les droits, c'est chez Canal, mais enfin, c'est Netflix qui a tout fait, qui a fait le boulot. Canal, ils ont eu de la chance parce qu'ils sont liés, ils ont réussi à avoir un contrat, super contrat avec la F1. Mais enfin, voilà, ils arrivent quand même à être sur le sport. La série Breakpoint sur le tennis, enfin voilà, ils peuvent accrocher le sport par plein d'angles différents. Par de la fiction. Par de la fiction, enfin par du documentaire qui est parfois pas très loin de la fiction. Après, sur le sport, je suis d'accord avec l'angle d'attaque, c'est-à-dire prendre des sports un peu de niche pour essayer de trouver des communautés qui sont très très fortes, c'est-à-dire grosse communauté. pas forcément extrêmement nombreuses, mais qui vont quasiment tout y aller, enfin tous y aller entre guillemets. Après, sur d'autres sports où on a des montants qui sont colossaux, sur le foot, ça par exemple, voilà, Amazon, même Amazon n'a plus tellement envie de payer pour la Ligue 1. Donc, à mon avis, ça dépend vraiment des sports. Et je pense que chaque communauté pour chaque sport est vraiment très étudiée. Et finalement, peut-être que les sports les plus mainstream sont ceux qui arriveront peut-être pas sur ces plateformes finalement. Et pour terminer, donc la pub, le sport, à votre avis, c'est quoi le next step de Netflix ? La prochaine étape, effectivement, c'est une accentuation de la personnalisation des contenus, l'utilisation massive de l'intelligence artificielle pour avoir vraiment du ciblage de visionnage. Et puis, la prochaine étape,
ce sera, je crois, la fusion d'autres acteurs. Aujourd'hui, le top 3, c'est Netflix, Prime Video, Disney+. Et il y a Paramount Plus qui arrive, mais il y a des volontés de fusion entre différents services. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui va fonctionner à l'avenir, ce sont des gros groupes hyper puissants, hyper bien marketés, qui permettront au public de consommer, comme il se doit, du bon contenu. Oui, moi je pense que forcément il va y avoir la disparition de plateformes et des contenus qui vont être aspirés. Concernant Netflix sur le contenu, alors c'est pas un pari, c'est une question que j'arrête pas de me poser et j'imagine qu'ils m'ont pas attendu qu'ils se la posent depuis des années, c'est l'info. Quand on est Netflix aujourd'hui, on est TF1 quasiment, enfin je veux dire en France, on a ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'on se lance dans l'info? Alors l'info hard news façon BFM d'ailleurs, je crois pas trop. Alors certains diront que ça rebute aussi les annonceurs, même si bon, BFM arrive à gagner de l'argent, mais je veux dire l'info telle quelle, je ne suis pas sûr. C'est pas forcément leur métier. Par contre, du sociétal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils font du documentaire. Ouais. Le passage du documentaire à du magazine un peu plus sociétal, c'est vraiment une question que je me pose. En tout cas, je trouve que c'est un contenu qui pourrait parfaitement coller avec ces plateformes, sans que ce soit du hard news, un passage. Voilà, j'ai envie de dire un peu tiède, petit à petit, subtil vers de l'info. J'imagine qu'il l'envisage et c'est quelque chose qui ne me surprendrait pas. Voilà. Bon, on verra. Merci Maxime Guény, journaliste pour Média Plus. Merci d'avoir été avec nous. Merci Raphaël Grabli, rédacteur en chef adjoint chez Tech & Co. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment partout en replay, podcast et sur le site de BFM Business. Je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Hebdocom sur BFM Business.